On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on fait le point avec la présidente du syndicat actuel des professionnels de la santé au Richelieu-Rouville, qui va devoir se fusionner avec Charles Lemoine en raison de la création des CI3S qui viennent remplacer l'agence et les C3S tels qu'on les connaissait. Donc, le syndicat va doubler, passer à 3000 membres. Bref, on va faire un peu le tour de la question avec Sylvie Jovin. Mais d'abord, rendons hommage à une femme de Clarenceville qui est la récipiendaire 2015 du titre de personnalité de l'année. Elle a été donc choisie le 8 mars dernier à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Elle s'appelle Monica Muller et elle est notre invitée. Vous savez, la semaine dernière, au cours de nos émissions, on y a fait référence parce qu'à chaque année, le 8 mars, bon, c'est la Journée internationale des femmes et on le sait, ici dans la région, le Centre de femmes du Haut-Richelieu organise une certaine célébration. On a la bourse Carrie de Ric, 1 000 $ qui est donnée à une jeune fille qui œuvre dans le domaine des sciences. Et la semaine dernière, on recevait Catherine Bellavance, cette jeune fille de 19 ans du Cégep Saint-Jean qui étudie en soins infirmiers, qui a été la récipiendaire. Mais également, au cours de cette journée, on détermine et on choisit qui sera la personnalité féminine de l'année et celle qui a été choisie. Elle s'appelle Monica Muller. Elle est avec nous. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Bien, merci beaucoup. Expliquez-nous un peu le contexte dans lequel votre candidature est arrivée dans ce concours. C'était une surprise totale pour moi. Une des femmes qui était dans notre groupe de femmes est venue me voir. Est-ce que je peux te présenter comme candidate? Et j'ai dit, pourquoi pas? Je ne m'attendais pas à plus que ça, qu'elle donne ma nomination, mais c'est tout ce que je m'attendais. Elle me disait, ça serait bien si tu seras présent à la gala. Puis j'ai dit, oui, je pense qu'on peut être là. Puis c'est comme ça. J'ai pas plus que ça. En même temps, ce qui est intéressant, puis on sent aussi de la part du Centre de femmes du Haut-Richelieu une volonté d'en faire plus dans ce qu'on appelle le périurbain, parce que c'est bien beau, nous, les urbains, là, on vit en ville et tout ça. Vous êtes à Clarenceville. Oui. Et on sent que depuis quelques années, le Centre essaie de faire des efforts pour faire des rencontres, des ateliers, des activités, tout ça. Donc, vous êtes de la région de Clarenceville. Donc, en même temps, je pense que ça vient mettre en perspective un peu cette volonté de l'organisme de permettre un rayonnement à des femmes comme vous. Là. Oui. Bien, notre groupe, ça existait avant le Centre des femmes. J'ai commencé ça avant eux autres et plus tard, ils sont venus me voir pour faire des cuisines collectives dans la région et avec notre groupe de femmes aussi. Mais oui, on a eu un bon support à travers le Centre des femmes. Bon, parlez-nous de vous un peu. D'abord et avant tout, vous êtes native de quel endroit? De la Suisse. Et à quel moment avez-vous transité vers le Canada? En 1978, avec la famille. On est venu ici pour acheter une terre agricole, une ferme laitière. Et j'avais 13 ans à l'époque. Et c'est comme ça qu'on est venu ici. Quand on est une jeune fille de 13 ans, donc on a quand même conscience de la vie, tout ça, on va à l'école, on a des amis. Oui. Comment ça a été pour vous de passer de la Suisse au Québec à 13 ans? C'était une aventure pour moi. Mais en même temps, un peu quelle langue est-ce que je vais parler? Je ne parlais pas français ni l'anglais, c'était juste l'allemand que je parlais. Et rendu ici, mais 1978, il fallait aller à l'école en français. Et alors, c'était difficile au début. C'est sûr que apprendre une autre langue à 13 ans, français, c'est très difficile. C'est encore difficile aujourd'hui. Vous le parlez très bien. Puis vous avez appris l'anglais avec le temps aussi? Ou? Oui, bien l'anglais à la maison, avec des employés, la télévision, c'est une langue plus facile à apprendre quand on parle allemand. Parlez-vous encore allemand occasionnellement? Oui, avec ma famille, mes parents, oui. Bon. Donc, vous êtes emvenu ici avec la famille, avec une ferme. Et tout ça, et là, aujourd'hui, dans votre vie à vous, dans votre vie familiale, donc, vous avez continué ces activités-là au niveau agricole? Oui, j'ai étudié en agriculture pour prendre la relève chez nous. Mais finalement, j'ai rencontré mon mari à l'école d'agriculture, puis on s'est installés toutes seules, nous deux. Pas loin de mes parents. Mes parents nous ont quand même donné un bon coup de main. Et alors, on n'est pas loin de mes parents, puis oui, on a commencé comme ça, toute seule. Qu'est-ce qui a changé dans le monde de l'agriculture entre 1978 et aujourd'hui? C'est un monde de différence, là. Oui. Bien, il y a la technologie aussi, là, qui affecte beaucoup l'agriculture. Des nouvelles méthodes, ça change tout le temps. Alors, il faut toujours être au courant des nouvelles méthodes, que ce soit culture ou en lait. Il y a toujours des changements, des gros changements.
Et puis il y a plus de paperasse qu'avant, il n'y en avait pas. Et maintenant, il y a il y a toujours des papiers à remplir. Il y a des programmes qui changent tout le temps. C'est plus facile pour faire un bon revenu. Je pense parce que l'intérêt est tellement à notre avantage. Mais en même temps, il y a beaucoup plus de choses qu'il faut regarder. C'est plus difficile. Au-delà de votre vie personnelle, professionnelle, familiale et tout ça, à quel moment ce désir d'implication dans la communauté vous est venu? À quel moment vous vous êtes impliqué dans des organismes, à faire du bénévolat, à être sur des conseils d'administration? À quel moment c'est arrivé dans votre vie? Je dirais à peu près 10-15 ans, parce que on voulait, dans mon église, on voulait sortir de l'église, on voulait aider dans la communauté, pas juste être un bâtiment qui se rencontre une fois par semaine, mais on voulait sortir, puis on avait vu vraiment un besoin à Clarenceville-Noyant pour des familles monoparentales, des familles démunies, et on voulait sortir pour aider. Et puis aussi faire du bénévolat, c'est toujours quelque chose que j'aime faire. N'importe quand, je vais être disponible. Et là, donc, ce que je comprends, c'est que vous avez donc participé, contribué au groupe qui s'appelle Avec Entre Femmes, Between Women, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un groupe de femmes qu'on a commencé à peu près 8 ans. Au début, on visait les familles monoparentales et les femmes démunies, puis parce comme moi, j'avais d'expérience avec des enfants, puis comment prendre soin, comment faire de la popote, des choses comme ça. Puis on voulait partager nos connaissances. Alors, on a approché la municipalité de Noyant pour faire annonce. Eux autres, ils nous ont offert leur local. Et alors, on a lancé l'invitation de venir. Et finalement, les femmes qui ont répondu, c'était toutes des femmes professionnelles qui ont pris des congés de maternité, mais qui ont décidé de rester à la maison avec les enfants jusqu'à temps qu'ils retournent à l'école. Alors, pour eux autres, c'était un temps pour briser un peu l'isolement. Ils cherchaient la valorisation. Aussi, est-ce que c'est normal, qu'est-ce que mes enfants font, est-ce que c'est bien ce que je fais? Alors, ce groupe permettait de se rencontrer, de voir, ah non, je suis normale et mes enfants sont normaux, et ça arrive comme ça avec toutes les femmes. Alors, on se rencontrait une fois par semaine, puis les enfants étaient présents. Il y avait une grande salle, il y avait des jouets, et puis les enfants jouaient, et nous, les dames, on prenait un café. Des fois, on faisait juste jaser, mais souvent, on faisait de la cuisine ensemble, on faisait des bricolages, la peinture, toutes sortes d'activités pour s'amuser. À l'occasion des inondations à l'été 2011, printemps-été 2011, donc vous avez œuvré un peu à la coordination parce que vous aviez quand même beaucoup de sinistrés dans la région de Noyant-Clarenceville, dans le sud du comté. De quelle façon votre implication s'est-elle installée? Parce que c'est devant le besoin, vous avez constaté l'ampleur, puis vous vous êtes dit, il faut faire quelque chose? On était approchés par la Bourse du Samaritain qui font de l'aide aux sinistrés. Sinistrés? Oui. Et ils nous ont approchés pour voir s'ils pourraient faire une base dans notre église, installer tout leur équipement. Ça a commencé comme ça, et parce que nous autres, on avait des relations avec la municipalité de Noyant et Clarenceville, on a fait comme un peu l'entre-deux. Et on a cherché des bénévoles partout, puis nous autres qui connaissaient le coin, mais on allait avec les bénévoles, puis oui, on a aidé surtout à nettoyer des sous-sols. Et il y avait beaucoup de personnes qui avaient juste besoin de parler, vraiment de vider leur cœur parce qu'ils étaient tellement... À bout, oui. Alors, on a fait ça pendant, je crois, 6 semaines à 2 mois de temps, parce que c'était quand même une longue durée. Cette implication communautaire, ça vous prend combien de temps dans une semaine? Combien d'heures vous investissez dans toute cette implication? Habituellement, on amenait le dîner. Alors, j'étais là pour faire le repas du dîner pour l'équipe qui était là en tant que bénévole. Et habituellement, une journée par semaine, je faisais le tour avec les bénévoles pour rencontrer les gens, pour parler. Et puis, des fois aussi, nettoyer, faire le ménage. Et,
se salir les mains. Alors, deux jours par semaine, peut-être. Est-ce que donc, pour vous, le sentiment d'être utile à la société, à la collectivité, communauté, pour vous, c'est important, ça, de sentir qu'au-delà de nos occupations, qu'on est capable d'aider le prochain, aider notre monde? Oui, c'est très important. Oui, pour moi, c'est... bien, pour moi, puis je l'ai dit à la gala, pour moi, c'est ma foi personnelle, c'est ça. Il faut servir. On est ici pour aider les autres. Ouais. On pense toujours à moi. C'est moi la personne plus importante, mais moi, c'est l'inverse. Moi, j'aime aider, et pas pour chercher ça, mais vraiment pour aider, pour faire une différence. Quelle est votre vision du féminisme aujourd'hui, en 2015? Parce qu'on le sait, les centres de femmes et tout ça, et la Journée internationale des femmes, ce sont des mouvements qui ont été créés parce qu'à une certaine époque, les femmes sentaient le besoin de se regrouper pour prendre leur place. Vous êtes une femme très active dans votre communauté. Vous êtes aujourd'hui la personnalité féminine 2015. Pour vous, c'est quoi la vision de la place des femmes aujourd'hui, en 2015? Je ne sais pas si j'ai une vision, mais je crois que c'est à la femme de prendre sa place. Et moi, je me suis toujours sentie égale aux hommes et j'ai jamais eu un sentiment que je suis inférieure. Puis je pense que c'est moi qui a fait ça. C'est pas quelqu'un qui m'a dit « t'es égale ». Je pense que c'est à chaque femme de prendre sa place et aussi d'être satisfaite où est-ce qu'elle est. Qu'elle soit à la maison avec ses enfants ou au travail, qu'elle soit satisfaite et se sentir valorisée. Et ça vaut quelque chose de rester à la maison avec les enfants. Et comme c'est important que les femmes sont au travail, que ça soit, même politique aussi, c'est sûr, c'est important aussi. En terminant, quelle a été votre réaction à l'occasion, justement, de cette rencontre du 8 mars dernier? Comment vous vous êtes senti quand on vous a nommé au gala? Très gênée. Ouais. Oui, très gênée. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je suis de Clarenceville, puis Saint-Jean, je me suis dit, il y a des gens beaucoup plus importants à Saint-Jean qui font des choses importantes. Alors, j'étais vraiment touchée, vraiment surpris. Et encore aujourd'hui, c'est très gênant d'être dans le journal. Et d'être à la télévision. À la télévision. Oui. Bien, merci infiniment. Félicitations merci encore une fois. Merci de vous être déplacé de Clarenceville pour venir nous voir. Je pense que c'est important aussi de faire rayonner des femmes comme vous à notre antenne, et d'autant que vous êtes la récipiendaire 2015 du prix. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des changements qui sont importants au sein de l'appareil de la santé avec la fusion ou les départs ou la fermeture des C3S, les agences, création des CI3S. Bref, on va essayer de s'y démêler et surtout de l'impact pour les employés. Au retour. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Comme on sait, il y a des gros changements dans les structures dans le domaine de la santé. Parlons de l'impact sur les employés principalement. Avec nous pour en discuter, Sylvie Jovin, qui est présidente du syndicat des professionnels de la santé au Richelieu-Rouville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça aussi, ça va être appelé à changer, j'imagine, avec les fusions d'établissements et tout ça. C'est quoi l'impact pour l'appareil syndical que vous représentez? Mais au niveau de l'appellation, probablement qu'on ne s'appellera plus Syndicat des professionnels de la santé au Richelieu-Rouville, compte tenu qu'on va être le CI3S de la région Montérégie-Centre. Centre. C'est ça. Ouais.
En date d'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous dire comment va s'appeler le syndicat, mais c'est clair qu'il va y avoir un changement. Quand on s'était vu à l'automne, évidemment, votre syndicat avait des inquiétudes parce qu'au départ, on dit, bon, oui, le gouvernement veut abolir les agences, abolir les C3S pour faire une espèce de grosse méga-structure en Montérégie. Là, il y a un jeu politique qui s'est exercé. Au final, on a finalement 3 CI3S en Montérégie, l'Ouest, le Centre et l'Est. Oui. Finalement, le redécoupage a fait en sorte que nous, ici, le C3S au Richelieu-Rouville va, grosso modo, se fusionner avec l'hôpital Charles-Lemoine. Oui. D'autres établissements également? L'Institut Nazareth Oui. et l'agence, les employés de l'Agence de la santé qui étaient à Longueuil, eux autres aussi vont être fusionnés donc dans le réseau, avec notre réseau de Montérégie-Centre. Bon. Je présume qu'à l'hôpital Charles-Lemoine, il existe un syndicat, FIC. Oui. Est-ce qu'il en existait un également du côté de l'Institut? L'Institut Nazareth, il n'y a pas d'infirmières qui sont là. Et l'agence non plus. À l'agence non plus. Non. Combien y a-t-il de membres FIC à l'hôpital Charles-Lemoine? J'ai pris mes données. À l'hôpital Charles-Lemoine, ils sont 1600. Et ici, au C3S, au Richelieu-Rouville? 1400. 1400, donc si vous presque dites un égal. approximatif, oui, c'est ça. Là, comment ça va fonctionner pour vos deux unités? Vous allez devoir vous fusionner? À la FIC, on est préventif. On avait déjà commencé à avoir des discussions, comment est-ce qu'on était pour s'arranger. On a, même au dernier conseil fédéral la semaine dernière, on a décidé ensemble d'une structure qu'on était pour avoir, compte tenu des distances qui étaient pour avoir entre les établissements. Donc, le C3S Champlain, Charlemagne et nous, on a déjà commencé à avoir des discussions. On a eu une première rencontre et les rencontres vont être de plus en plus fréquentes, à savoir comment on va s'organiser comme syndicat. Parce que techniquement, les CI3S prennent forme quoi? Au 1er avril? Oui. Au 1er avril, on n'est plus un C3S au Richelieu-Rouville, on est le CI3S Montérégie-Centre. J'ai un petit peu encore de la difficulté à le dire. J'étais encore dans le C3S. Et là, on a vu également que l'actuel PDG de l'agence de la Montérégie, Richard Deschamps, va devenir le nouveau PDG de Montérégie-Centre. Oui, en date du 1er avril. En date du 1er avril, et il y aura une structure pour l'Est qui inclut Pierre Boucher. Oui. Au Richelieu-Yamaska-Sorel, dans ce coin-là. Oui. Et l'autre structure là, qui englobe quoi? Vaudreuil, Valleyfield, Anna-la-Berge. C'est ça. Oui. Bon, ça, c'est la structure ouest. D'abord, est-ce que vous êtes satisfait de la nomination de M. Deschamps pour Montérégie-Centre? Honnêtement, je ne connais pas M. Deschamps. Je ne l'ai jamais rencontré. Son expérience, ce qu'on m'a dit de façon non officielle, qu'il avait probablement eu de l'expérience avec Charles Lemoine aussi. Donc, moi, je ne le connais pas. Celle que je connais, par contre, c'est la DGA. Qu'on a appris la nomination. Qui est Madame? Madame Pouillotte, qui est la directrice générale actuelle par intérim, comblait le poste à mi-temps avec Saint-Hyacinthe. Qui va être la nouvelle directrice générale adjointe à M. Deschamps pour Montérégie-Centre. Oui. Donc, elle est déjà quand même dans l'établissement, donc ça. connaît un peu. Bon, les us et coutumes. Oui. Là, est-ce que ça veut dire, à partir du moment où vous allez peut-être comme fusionner vos deux unités syndicales avec Charles Lemoine, est-ce que ça sous-entend aussi au niveau RH la fusion des listes d'ancienneté? C'est quoi l'impact là-dessus? Oui, au même titre que c'est arrivé en 2006. Lorsqu'on a fusionné en 2006, il y avait l'hôpital, le Centre Gertrude de la France, le Centre Georges Faneuf, qui était un établissement. Il y avait le CLSC Vallée-Défense, le CLSC Richelieu, tous les autres établissements, il y avait leur propre liste d'ancienneté. Au moment où est-ce que les unités d'accréditation ont été fusionnées, les listes d'ancienneté ont été mêlées, toutes mises ensemble. Donc, et c'est ce qui va se passer aussi? Oui. Oui. Donc, ça veut dire que dans l'avenir, une infirmière qui travaille actuellement, je ne sais pas moi, à l'hôpital du Haut-Richelieu, pourrait techniquement poser sa candidature pour un poste à Charles-Lemoine et si elle a l'ancienneté, en conséquence, elle pourrait l'obtenir. Oui. Oui. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle? C'est pas une très bonne nouvelle. Pourquoi? La vie syndicale, c'est que, je veux dire, si on parle de vie syndicale, je vous dirais que je le sais, par rapport à 2006, c'est qu'il y en a, si je vous dis à Saint-Jean, qui visaient des postes, qui ont travaillé longtemps dans un secteur et qui visaient un poste, puis il y a peut-être quelqu'un de Charlemagne qui va venir le chercher. Mais d'un autre côté... Ou vice-versa. C'est ça, oui. Ça peut être vice-versa aussi, là. Puis je vous dirais qu'il y en a qu'au niveau transport, proximité, pour leurs résidences, ça va peut-être les avantager. Par contre, nous, ce qu'on craint par rapport à cette fusion-là, c'est la proximité des soins, que les gens où est-ce qu'ils vont aller chercher leurs services.
Et ça, je le dis depuis le début de Vous l'annonce. voulez dire quoi par rapport à ça? Si on regarde juste, ça se fait actuellement. Quelqu'un qui reste autour de l'hôpital du Richelieu, qui va avoir des services, puis c'est clair qu'il y a des personnes âgées qui sont installées autour de l'hôpital pour avoir les services de l'hôpital et du CLSC, mais il n'y a rien qui garantit maintenant qu'ils vont avoir le service à Vallée-des-Forts. Ils peuvent aller à devoir les chercher à Richelieu. Donc, au niveau du service, est-ce que avec le fait qu'on veut économiser là-dessus, qui va faire en sorte qu'il va y avoir des spécialités qui vont être plus à Charlemagne qu'à Saint-Jean, au niveau des CLSC? Comment vous craignez, dans le fond, une dispersion des services? Autrement dit, qu'on dise, bien, pour telle affaire, ça, c'est Charlemagne, puis pour telle autre affaire, c'est Richelieu, puis l'autre service, c'est Saint-Jean, puis ainsi de suite. Oui, oui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit dans la dernière année aussi, au niveau de la réorganisation. Quand on parle des services à Richelieu, il y a des services, en CLSC. Il y a des périodes de soir que c'est dans un CLSC et les fins de semaine, c'est dans un autre. Donc, ça a changé beaucoup par rapport au rendez-vous des gens, là. On avait vu, parce que quand on s'était rencontrés l'automne dernier, en fait, il y avait deux contextes. Il y avait l'abolition de l'agence et tout ça, mais il y avait aussi l'autre contexte, le contexte budgétaire de l'hôpital du Richelieu qui était en difficulté, abolition d'environ 80 postes à l'époque. Ça, il arrive quoi avec ce volet-là? Et sous question, le fait d'appartenir à une nouvelle unité, est-ce que vous pensez qu'au niveau budgétaire, est-ce que ça sera bon ou mauvais au niveau du maintien ou de coupure de postes éventuelle? À l'heure actuelle, je ne suis pas en mesure de faire des prévisions là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est clair pour nous que les coupures de postes, les coupures de lits qu'il y a eu à l'automne, c'était des coupures de postes fictives. Dans le sens que les lits qui ont été coupés sont occupés, je vous dirais, pratiquement à 80 %. Donc, les gens qui ont été déplacés parce qu'on leur disait que les lits pourraient être coupés sont ailleurs, et c'est des gens qui ont moins d'ancienneté qu'eux qui sont actuellement sur l'attribution des postes. Fait que pour nous, il y a une contestation qui est faite dans ce sens-là, actuellement. Donc, on a dit qu'on ferait quelque chose, mais au final, on ne l'a pas vraiment fait parce qu'il y avait des patients qui attendaient des services. C'est ça que vous dites, là? Oui. Pas au conseil d'administration qu'il y a eu hier, mais le dernier conseil d'administration en février, on me disait que c'était suite à les pandémies d'influenza et de tout ce qu'il y a eu. Mais de toute façon, la situation qu'il y a eu pendant la période des fêtes 2014-2015, c'était la même situation qu'il y a eu l'année passée, même que l'année passée, c'était pire parce qu'on avait pris un département de médecine ambulatoire pour le transférer au sol en amphithéâtre et on avait mis des patients pour des 24-48 heures dans cette unité-là. C'est la même chose. Bon, l'abolition de l'agence, l'abolition des C3S et la création du centre intégré maintenant, le CI3S, on le sait, ça amène beaucoup d'instabilité au niveau des cadres parce qu'il y a un nouvel organigramme à redéfinir. Et forcément, ça doit, je présume aussi, insécuriser les employés. À savoir, bien là, mon patron va être encore mon patron, puis ça va changer, puis qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça, maintenant, vous avez une petite idée du temps que ça va prendre avant que tout le monde sache vraiment à quoi s'en tenir? Pour les employés, les professionnels en soins, je vous dirais, leur premier vis-à-vis clinique, semble-t-il qu'ils ne sont pas abolis, qu'ils vont rester en place. Je donne un exemple, sur un centre d'activité en médecine, le chef d'unité qu'on parle, qui s'occupe des soins aussi de cette unité-là, ne devrait pas bouger. C'est plus au niveau des instances supérieures, des cadres, qui vont être touchés. Où il y a plus d'instabilité. C'est ça, oui, oui. Mais pour le moment, il n'y a pas de... Ça ne descend pas là, au niveau des employés, là, donc il n'y a pas Non, ce qui descend au niveau des employés, c'est la fusion, les listes d'ancienneté, les représentations, mais nous, on essaie de les voir fréquemment, c'est ainsi, pour tenter de les rassurer par rapport à nos actions. Bon, allez-vous tenir une grosse méga assemblée générale au moment où vous allez fusionner les deux syndicats? C'est clair, c'est clair. Il faut. D'ailleurs, on a une demain, le 18. Oui. On a une demain, une assemblée générale annuelle. C'est sûr qu'on va avoir des questions en lien avec ça. Mais on tient nos membres informés. Puis de toute façon, même entre les assemblées générales, on a une structure des délégués qu'on appelle, c'est des gens qui représentent les centres d'activité qu'on voit régulièrement. Et vous-même dans tout ça? Je m'attendais à cette question-là. Bien honnêtement. Ça fait combien d'années que vous êtes présidente au syndicat ici? Depuis 2006. 2006? Oui. Ça, c'est un job à temps plein, hein? Oui, oui. C'est sûr que pour moi, une vie syndicale, c'est depuis 2001. J'aime la vie syndicale. Je veux continuer dans la vie syndicale. Sauf que je ne sais pas où on va décider que je vais me retrouver.
Puis, d'une certaine façon, les deux exécutifs vont décider, puis il y a la démocratie syndicale qui va faire en sorte aussi que les membres vont décider où est-ce qu'on va se situer. Parce qu'au final, donc, vous allez former un syndicat de 3000 personnes, donc 2 fois plus qu'auparavant. Donc, c'est une structure quand même qui va être beaucoup plus importante et demandante, là, je présume. Oui. Bien, en 2006, on est passé de 550 à 1300 aussi. Ça s'était bien passé? Oui. Oui. Mais il y a eu des ajustements à faire, comme il va en avoir actuellement, mais il y en avait. Sylvie Jovin, merci beaucoup. Plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Opération Enfant Soleil a accordé 27 712 $. C'est un don au C3S au Richelieu-Rouville. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu pour vous présenter des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire de l'émission à l'écran. Vous rappelez également qu'il y a le Télébingo à tous les dimanches matins à 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 tvhr9.com pour avoir la liste des détaillants ou 358-1912. Voici les coordonnées de la télévision du Richelieu pour me joindre directement et plus facilement. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. Vous pouvez nous suivre et nous visiter également sur Facebook et sur Twitter et vous dire que l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h. On est également à 1h30 la nuit et on est en rappel le dimanche entre 16 et 18h30 où on rediffuse les 10 entrevues, les 5 émissions de la semaine entre 16 et 18h30. Le prochain rendez-vous, directlatour.com, c'est bien sûr demain. On vous souhaite bien sûr la bienvenue. Bye-bye. À demain.